chers téléspectateurs, nous sommes en direct en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Bujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Nous recevons sur ce plateau le gouverneur de la province du Kasaï oriental, M. Alphonse Kazandi. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour, madame. C'est avec plaisir que nous vous recevons sur notre plateau et nous vous remercions de nous avoir accordé cette interview. Tout d'abord, nous avons fait remarquer que vous avez un parcours très brillant. Vous êtes quitté d'enseignant au diamantaire et ensuite vous êtes devenu député provincial. Et aujourd'hui, vous êtes gouverneur de la province. Comment vous définissez-vous réellement? Écoutez, notre parcours, comme vous l'avez si bien dit, est caractérisé par des étapes importantes de notre vie. Nous avons quitté de l'enseignant au diamant où on a assumé les hautes responsabilités de président de patronat au niveau provincial et au niveau national, pour tous les corps diamantifères. Et là, on s'est retrouvé en politique, et élu d'abord député provincial, ensuite gouverneur et député national et gouverneur. Alors là, on en est là à l'étape des élections, dont nous attendons les résultats qui vont être communiqués très prochainement. Nous avons aussi remarqué lors de notre passage dans la ville que partout où vous passez, vous êtes entouré par la population qui vous acclame et votre résidence n'a pas de clôture. Ça prouve votre humilité. Bon, quel est votre secret? Bien, je suis l'émanation de la volonté du peuple, de la population. Donc, tout au long de mon parcours, j'ai toujours été accompagné par le peuple. Et je partage avec le peuple, je vis avec le peuple. Et voilà pourquoi je ne me vois pas mettre une cassure entre le peuple et moi. Je vis avec et voilà qu'il suffit que partout où je suis, le peuple accourt vers moi. Nous partageons. Notre secret, c'est le partage. Notre secret, c'est la vie dans l'intimité avec notre population. Nous n'avons pas le pouvoir pour le pouvoir. Donc trop de pouvoir pour le pouvoir, non. C'est le pouvoir du peuple. Nous aimerions, si vous nous le permettez, que vous nous présentez succinctement la carte postale de la province du Kasaï oriental. Bien, en termes de population, ethnie. Nous sommes une province qui a comme superficie 9600 km², 5 territoires. Donc nous avons les 5 territoires, plus la ville de Bujimayi. L'ethnie, nous sommes dans tous les territoires, c'est l'ethnie Luba, les Luba du Kasaï. Bon, il y a aussi d'autres Congolais qui ont choisi notre province pour y résider. Donc nous avons toutes les ethnies de la République qui sont ici chez nous. Mais le peuple autochtone de cette province est le Luba. Nous constatons aussi que vous avez déjà fait plus de 10 ans à la tête de cette province. Quelles sont vos principales réalisations durant cette période? Le premier chantier que j'ai attaqué, c'est le chantier de la sécurité des personnes et leurs biens. Avant notre avènement à la tête de l'exécutif provincial, il y avait un phénomène appelé ici communément suicidaire. C'est-à-dire, on tuait en série les jeunes gens, on pouvait en tuer par jour 15 à 20. Et nous nous sommes employés à mettre fin, à éradiquer ce phénomène-là. Aujourd'hui, la population vit en paix et on ne peut pas, même si on ne peut pas parler de l'insécurité zéro, mais déjà, on en est de nombre. On peut faire 2 mois et 2 mois sans qu'il y ait mort d'homme. Donc, c'est notre premier chantier. Sécurité des personnes et leurs biens. En parlant de la sécurité, justement, nous avons stoppé une rébellion qui voulait s'installer dans la province, conduite par un colonel fugitif
du nom de John Tchibango, qui avait quitté les rangs de l'armée de la province voisine vers ici chez nous, où il avait installé son QG. Nous l'avons pourchassé et il avait quitté, il avait même fui le pays. Il y a eu un phénomène qui avait affecté la région, le phénomène Kamwena Sapo. Pour ici chez nous, nous l'avons éliminé bien avant. Ça n'a pas fait trop de dégâts comme ailleurs, comme dans la Lomami, comme au Kasaï central, au Kasaï. Donc ici chez nous, nous avons sauvé notre population. Donc le chantier en sécurité, nous l'avons travaillé avec maîtrise et nous pouvons nous dire avec joie que c'est un chantier réussi. Nous parlons maintenant du désenclavement de la province. Nous sommes une province qui est au centre de la République. Donc pour nous, il faut les voies de communication, les voies routières pour recevoir et évacuer, pour être approvisionné et évacué. Donc avant nous, compte tenu des difficultés des voies routières, voies ferrées, les commerçants s'est délocalisé. Donc ils avaient quitté la province vers les provinces où ils pouvaient être approvisionnés facilement. Parce que les chemins de fer, il n'y avait pas de locomotive. Les marchandises pourrissaient sur la voie. Et c'est ainsi que pour un grand nombre d'opérateurs économiques, ils avaient quitté la province. Et nous avons fait en sorte que la voie ferrée puisse avoir les locomotives, la SNCC. On y a travaillé avec le gouvernement de la République. Et de ce côté-là, on a trouvé une solution. Donc l'acheminement de marchandises a été assuré et avec comme conséquence le retour des opérateurs économiques dans notre province et même d'autres expatriés qui sont venus s'installer. Donc ce qui fait qu'il y a l'embellie sur le plan économique à cause de la présence des différents opérateurs économiques qui ont choisi de faire leur business ici. La même chose sur la voie routière, la route nationale numéro 1 qui nous connecte vers le port de Matadi en passant par la capitale. Cette route nationale évolue très bien, donc l'asphalte continue, on l'a asphalté jusqu'au-delà, elle a atteint la région du Kasaï, donc elle progresse vers la ville de Kananga à 190 km de Mbuji-Mayi. Alors ça a soulagé la souffrance des camionneurs et l'acheminement de marchandises et l'évacuation deviennent choses effectives. Et aujourd'hui, nous pouvons nous dire que oui, la ville de Mbuji-Mayi est approvisionnée efficacement. Sur le plan de la voie aérienne, nous avons l'avantage de recevoir à notre aéroport 3-4 avions par jour, ce qui fait que la ville de Mbuji-Mayi est vraiment fréquentable et nous recevons facilement les marchandises qui nous arrivent par la voie aérienne. Et nous avons eu l'avantage d'avoir managé avec Ethiopian, donc nous avons un vol chaque semaine, un vol d'Ethiopian en Mbuji-Mayi. Nous sommes en train d'étendre vers un deuxième vol par semaine. Donc nous sommes connectés au monde à partir de Ethiopian. Donc toutes ces destinations à travers le monde, nous les avons à partir de Mbuji-Mayi. Alors nous avons également travaillé sur la voie, toujours sur le plan du désenclavement de la province. Nous nous sommes connectés aux deux autres provinces de l'ancienne confédération parce que nous sommes ici du découpage. Donc j'étais d'abord le gouverneur de la grande province du Kasaï oriental où il y avait Lomami, Sankourou et Tchileng, 3 districts. Il y a eu découpage. Les deux autres, donc Sankourou est devenu une province, Lomami une province. Mais nous nous sommes maintenant connectés, nous avons une route, un pont construit qui nous relie aux deux autres provinces de l'ancienne province du Kasaï oriental. Donc ça fait partie de nos réalisations. Les chantiers routiers, n'en parlons pas. Nous avons asphalté, parce qu'avant notre avènement, il y avait des accidents qu'on a enregistrés en Mbuji-Mayi. Mort d'hommes parce qu'il n'y avait pas les routes.
les camions venaient avec les marchandises, tombaient dans la ville. Et nous avons construit sur le fonds propre les routes. D'accord, monsieur le gouverneur, si vous me permettez, nous avons constaté aussi depuis Kinshasa que la plupart de la population se déporte d'une ville à l'autre via la voie aérienne. Donc, n'y a-t-il pas les routes qui permettent de quitter, je prends l'exemple de Kinshasa pour Buji-Mayi? Oui, c'est justement ça que j'ai dit. J'ai parlé de la route nationale numéro 1, connecte vers Kinshasa. Et il y avait pas mal de difficultés pour nous connecter à Kinshasa. Pour le moment, il reste certes quelques difficultés sur le centaine de kilomètres, mais la route progresse. Nous l'aurons ici asphaltée jusqu'en Buji-Mayi d'ici 2020 parce que les travaux se poursuivent. Et il y a déjà allègement de la souffrance. Et les gens partent d'ici à travers les camions vers Kinshasa et de Kinshasa vers ici. Je viens de recevoir deux jeeps de la police qui ont quitté donc, il y a 4 jours Kinshasa et sont arrivés ici. Monsieur le gouverneur, comment mettez-vous en valeur les ressources minières de la province de Kasai oriental? Oui, avant de parler des ressources minières, je n'oublie pas des chantiers les plus importants. Oui. L'éducation, où nous avons ramené les enfants des mines de diamants, parce que vous parlez des mines de diamants vers l'école. C'est bien que nous avons maintenant l'afflux des enfants vers les écoles, ce qui nous amène à construire davantage d'écoles. C'est ce que nous faisons. Nous en avons construit dans tous les territoires, beaucoup d'écoles, et même équipées en banc pupitre, donc pour stimuler le chantier d'éducation. Et nous sommes parmi les 3 premières provinces éducationnelles de la République. Donc l'année dernière, on a été première province éducationnelle. Donc nous sommes, si on n'est pas premier, deuxième, mais pas au-delà du troisième. La troisième. Donc nous sommes là, c'est le chantier éducation, le chantier santé. Santé, nous avons construit des centres de santé dans tous les territoires, secteurs, et dans la ville de Buji-Mayi, des hôpitaux, etc. Et nous avons une centrale de distribution des médicaments de qualité, Cadmeco. Donc nous ne voulons pas qu'on consomme n'importe quel médicament. À travers Cadmeco, on approvisionne l'intérieur de la ville, de la province, pour que notre population ait accès aux soins de santé de qualité. Nous avons même équipé les hôpitaux en matériel ultra moderne. Nous avons reçu de la Turquie tous ces équipements. Donc c'est un peu en grosso modo cela. En parlant maintenant des mines, comment nous utilisons les ressources, nous exploitons d'abord les ressources. Nous avons ici 2 sociétés minières qui exploitent le diamant parce que nous en avons en grande quantité dans tous les 5 territoires et dans la ville de Buji-Mayi, le diamant se retrouve vraiment en grande quantité. Ce sont les ressources qui ne sont pas encore exploitées. Au fond, nous avons des massifs kimberlitiques. Alors, les 2 sociétés, c'est l'Amiba et la SACIM. L'Amiba a connu quelques difficultés parce que, bon, à l'entrée de la révolution de 1997, il n'y avait que l'Amiba qui pouvait disposer des devises capables de financer les opérations. Donc, elle a pris le poids de cela et en a souffert. Voilà, elle est en difficulté et tente de se relever. Mais il y a une société qui est en pleine croissance, c'est la SACIM, qui exploite, qui est à 60 km d'ici, qui exploite le diamant. Nous avons également les ressources, les réserves de cuivre. En parlant de cuivre, il y a aussi les cobalt qui accompagnent cela. Mais ça, on n'a pas encore, il y a une société qui n'a pas encore commencé l'exploitation industrielle. Donc on en est là à l'exploitation artisanale. Monsieur le gouverneur, qu'avez-vous fait déjà pour les jeunes en matière d'emploi? Oui, les jeunes, d'abord, il fallait commencer par les éduquer, les amener à l'école. C'est ce qu'on a fait. Il fallait aussi faire en sorte qu'il y ait l'élite, qui appartient à l'élite intellectuelle. C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'universités parce que les jeunes d'ici étaient obligés d'aller
vers les grandes villes de la République pour pouvoir trouver l'inscription à l'université. Mais nous avons maintenant les universités de proximité qui forment très bien les enfants. Alors là, il faut dire que nous connaissons quelques difficultés liées à l'emploi, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises ici, chez nous. Ça reste un challenge, mais on a compris qu'il faut former la classe moyenne. Donc la classe moyenne, elle doit être créatrice d'emplois et participer à l'économie de la province. C'est ce qui justifie que nous avons fait, on a l'INPP qui a ouvert ses portes, qui forme les jeunes au métier. Donc nous avons l'éducation, formation professionnelle. La formation professionnelle, de sorte qu'on ait les électroniciens, les électriciens variés, bien formés. Donc nous avons des machines qui forment. Et quand vous sortez de cette formation, vous n'êtes pas différent de celui qui a été formé en Europe ou aux États-Unis. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire pour la création d'emplois, les PME, la promotion de PME. Alors, nous nous sommes dit que les universitaires qui sortent, quand on n'a pas beaucoup de sociétés, on ne doit pas être demandeur d'emploi. Il faut être soi-même créateur d'emploi. Et nous avons responsabilisé les jeunes. Nous sommes contents que chacun d'eux a créé quelque chose, une petite entreprise par-ci, par-là, et c'est en train d'aller de l'avant. Voilà. Que pensez-vous ne pas avoir encore fait jusqu'à présent? Avant de répondre à cela, je veux dire que nous avons pris les jeunes la fois dernière, que nous avons engagé 25 000 dans la fonction publique. Donc, ils ont eu les matricules et ça a été signé. Donc nous pouvons nous dire que ça avance. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Écoutez, compte tenu des moyens limités, nous sommes une province, comme je l'ai décrit, quand il n'y a pas beaucoup d'entreprises, cela veut dire que notre assiette fiscale est réduite. Donc la conséquence de cela est que quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous n'arrivez pas à tout faire en même moment. Nous avons connu les difficultés au niveau du chantier électricité que nous sommes en train de résoudre maintenant, parce qu'il y a une centrale en construction maintenant à 60 km de la ville de Mbuji-Mayi qui donnera de l'électricité sur la ville de Mbuji-Mayi. Donc, mais ça ne sera pas une électricité qui stimulera les investissements, mais ça sera pour le PME et le foyer peuvent avoir l'électricité. Donc nous sommes en train de travailler, nous avons sollicité les fonds auprès de la KfW pour la construction de notre centrale hydroélectrique et qui s'ajoutera à quelques mégawatts qui viendraient de Katende. Katende, c'est dans la province voisine du Kasaï central. Donc pour avoir l'électricité qui stimule les investissements. Nous avons également le chantier de l'eau qui souffre, qui dépend lui aussi du chantier de l'électricité. Et là, nous pensons qu'avec l'arrivée imminente du courant de Tubi-Tubidi, dont j'ai parlé, qui est en construction, nous allons résoudre le problème de la desserte en eau sur la ville de Mbuji-Mayi. Et les forages sont en train d'être faits à travers les territoires pour faire accéder à notre population à la consommation d'eau de qualité. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est un chantier imminent à venir. Donc, comme vous l'avez vu, nous avons les routes urbaines, quelques routes ont été asphaltées, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc nous pensons que si nous améliorons notre assiette fiscale, nous allons nous occuper à régler complètement les problèmes de la desserte en eau, l'électricité qui vient et
les routes, qu'elles soient d'intérêt provincial ou d'intérêt national. Nous arrivons presque au thème de notre émission. Comment voyez-vous le Kasaï oriental dans le futur? Nous voyons un Kasaï oriental prospère, où il fait beau vivre, où la population se retrouve à son aise, où les entreprises prolifèrent, où l'éducation occupe la première place de la jeunesse, où les enfants ont accès à l'école, les qualités, aux écoles de qualité, dans les bonnes conditions, où ils ont une bonne qualité d'enseignement. Et bref, un Kasaï où il fera beau vivre avec tous les services sociaux de base. Le nationalisme est-elle une voie pour la prospérité de l'Afrique? Effectivement, il faut être nationaliste, il faut aimer son pays, il faut aimer le continent. Et il ne faut pas être à la merci ou sous les dictats de l'impérialisme. Vous voyez, ça ne fait pas avancer nos pays. Donc il faut absolument qu'on se rende compte que nous devons être vraiment des vrais patriotes, être nationalistes pour faire avancer nos pays. On ne peut pas exporter les capitaux. Je suis heureux que le nouveau leadership africain pense plutôt à investir en Afrique qu'ailleurs. Donc ils ont exporté les capitaux en Europe et partout ailleurs. Et ils rencontrent maintenant des problèmes, des difficultés. Donc moi je suis d'avis que c'est ça la voie obligée. Une dernière question, monsieur le gouverneur. Avez-vous des visages emblématiques qui vous inspirent? Oui, les visages emblématiques. Vous le savez, nous avons Thomas Sankara, ça nous inspire. Patrice Emery Lumumba qui a travaillé, Laurent Désiré Kabila, chez nous. Ce sont ceux-là qui ont lutté, Mandela, en Afrique du Sud. Donc, Sam Mujoma en Namibie. Ils ont vraiment lutté pour l'Afrique. Et ce sont des visages qui nous inspirent. Et même aussi en Afrique, il y a un président jeune qui accepte de quitter son fauteuil pour respecter la Constitution. Je crois qu'ailleurs, ils ont modifié la Constitution. Même ils étaient déjà vieux, les vieilles personnes, mais bon, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Il faut aussi une nouvelle dynamique pour l'Afrique. Voilà pourquoi Joseph Kabila m'inspire. Donc j'ai beaucoup d'estime envers lui pour le fait qu'il a fait triompher le respect de la Constitution elle-même. Et donc j'invite donc d'autres présidents africains à s'inspirer de son expérience. Nous sommes arrivés au thème de notre émission, monsieur le gouverneur. Nous vous remercions infiniment. Merci à tous nos téléspectateurs. On vous voit à la prochaine.